l'université. Madame Rouge, donc, que je vous présente. Et donc, je vais intervenir en premier pour vous présenter un petit peu les dispositifs d'accompagnement des étudiants en situation de handicap à l'université. Et ensuite, je laisserai la parole à deux étudiants qui sont venus, Adrien et Arona, pour un peu parler de leur expérience. Et puis, je pense que vous pourrez leur poser des questions. Je voulais rappeler aussi qu'à l'université, il y a une politique qui est active en matière de handicap depuis de nombreuses années. Déjà, le service existe depuis 1991, donc c'est un service ancien, avant même la loi 2005 sur l'égalité des droits et des chances et la participation. On était quand même précurseurs sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on a un chargé de mission handicap qui est enseignant-chercheur, qui est aussi vice-président du conseil d'administration de l'université. On a aussi une commission handicap étudiant personnel qui siège plusieurs fois dans l'année pour essayer d'améliorer tout ce qui touche à l'accessibilité de façon globale, à la fois des étudiants et des personnels. Et on a aussi construit un schéma directeur pluriannuel en matière de politique de handicap. Donc ça, c'est une obligation de toute manière réglementaire. Mais on est dans les premières universités à l'avoir élaboré et validé devant nos instances, et donc étale de 2015 à 2020 avec plusieurs axes à développer justement, que ce soit en termes d'accessibilité aux études, d'accessibilité aux locaux et d'amélioration globalement de l'accueil des personnes en situation de handicap. Là, je vais donc vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne à l'université. Donc, il y a trois structures qui accompagnent les étudiants qui ont un problème de santé ou handicap. Le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, le SUMS, que vous devez déjà connaître, j'imagine, qui est plus là sur l'évaluation des besoins de compensation, puisqu'il y a des médecins qui sont chargés de rencontrer les étudiants en situation de handicap et d'émettre des avis de préconisation d'aménagement. Et aussi sur le volet aide sociale, aide au logement, mais bon, je vais leur laisser la parole après, donc pour rentrer dans les détails de tout ça. Notre service, le relais handicap santé, donc là on est plus sur de l'accompagnement pédagogique, et l'association Anti-Uni qui elle intervient plus sur le volet orientation et insertion professionnelle. Bon, moi je vais m'attacher à vous présenter plus nos activités, donc les activités du relais. Donc comme je vous disais, donc on est un service de l'université qui est rattaché à la direction des études et de la vie étudiante. On est 5 à travailler au sein du service et on a des bureaux qui sont localisés sur le campus 1 dans le bâtiment 1. Nos missions principales, c'est évaluer les besoins de compensation des étudiants en situation de handicap au niveau pédagogique, donc bien sûr en lien, comme je vous disais, avec le médecin du service de médecine, les médecins du service de médecine préventive, et mettre en place toutes les aides techniques et humaines nécessaires pour que les étudiants puissent suivre leurs enseignements dans des conditions favorables. Voilà. Donc sur les aides, je vais juste vous remettre un petit peu, pour expliquer comment on intervient. On intervient déjà tout au long du cursus, à la demande des étudiants. En amont aussi, on rencontre les lycéens avant qu'ils intègrent l'université. Donc là, on est actuellement en train de rencontrer les jeunes de terminale qui vont intégrer ou qui souhaitent intégrer l'université à la rentrée prochaine. On va les aider pour tout ce qui touche aux instructions administratives et pédagogiques si besoin. On fait en amont aussi et en cours d'année si besoin des visites de repérage des locaux, donc à la fois pour les étudiants déficients visuels, mais aussi les étudiants à mobilité réduite, parce que comme vous savez, le campus 1, il y a un certain nombre de cheminements et d'accès qui ne sont pas forcément évidents. On aide aussi pour l'aménagement des emplois du temps, c'est-à-dire qu'ils peuvent être prioritaires sur leur inscription dans certains groupes de travaux dirigés, ce qui leur permet de pouvoir organiser des temps de pause plus conséquents ou d'avoir un peu plus de temps pour des rendez-vous médicaux ou des tâches des temps d'éducation avec des kinés par exemple. Et on fait du relais auprès des scolarités et des enseignants, souvent aussi avant pour soit vérifier un peu le projet ou soit avoir des conseils sur pédagogique. Par exemple, un étudiant qui souhaite intégrer l'université et faire la première année en 2 ans, c'est possible, mais du coup on va effectivement rencontrer l'équipe pédagogique pour avoir des conseils sur l'organisation des enseignements, qu'est-ce qu'on va prioriser sur la première année, qu'est-ce qu'on va mettre en deuxième année, etc. Donc tout ça, c'est bien sûr, il y a des réunions qui sont organisées physiquement, mais il y a aussi des échanges de façon plus informelle via les mails, et on fonctionne toujours en réseau pour qu'on essaie de prendre en charge au mieux les besoins des étudiants. Donc on intervient aussi au niveau des aides humaines sur la mise en place d'assistance pédagogique
les étudiants qui ne peuvent pas écrire ou qui ne peuvent pas se déplacer seuls, on recrute chaque année à peu près une vingtaine d'étudiants pour les accompagner dans leurs déplacements et pour prendre des notes en cours à leur place. Donc prendre des notes de façon littérale qui sont restituées en étant corrigées, etc. La prise de notes simple, c'est vraiment la prise de notes littérale qu'on attend d'eux. On peut aussi mettre en place des cours de soutien pédagogique. Donc c'est des cours individuels. Un étudiant qui rencontre des difficultés, qui a été hospitalisé un certain temps, ou qui a des problèmes, des troubles neurologiques, des ralentissements, qui a un traitement médicamenteux, on peut intervenir et se dire bon, et là il y a besoin d'un renfort sur une ou deux matières, et on va mettre en place ces cours de soutien qui sont financés par l'université. On peut être aussi amené à mettre en place de l'interprétariat en langue des signes française quand un étudiant sourd en a besoin. Donc là on externalise parce qu'on n'a pas les ressources en interne, donc on prend des interprètes extérieurs sur un volume horaire d'une dizaine d'heures en général par semaine. On fait aussi la transcription en braille et de l'adaptation de documents au gros caractère. Donc ça, ce sont mes collègues du relais handicap santé qui gèrent ce volet-là, puisqu'on est équipé d'une imprimante braille pour imprimer les documents. Et on aide à la récupération des cours, ça c'est aussi un gros volet. On fournit par exemple les cours d'enseignement à distance à des étudiants qui ne sont pas inscrits à l'enseignement à distance quand il y a besoin et qu'il y a des manques sur certaines matières. Et sinon, on aide via la possibilité d'imprimer gratuitement, photocopier gratuitement, des choses comme ça. Ensuite, on a un petit volet d'aide technique aussi qu'on peut mettre à disposition un certain nombre de matériel qu'on peut prêter aux étudiants, des ordinateurs portables, des USB, des dictaphones. On a deux blocs-notes braille aussi qu'on met en prêt aux étudiants et des logiciels spécifiques, des groupes électroniques. Donc, notre rôle, c'est de fournir à l'étudiant les logiciels adaptés dont il peut avoir besoin. On les met à disposition tout au long de sa scolarité. Donc, je vous disais les cartes de photocopie. On précise qu'il y a une soixantaine d'étudiants au moins qui bénéficient de ce service-là, c'est pas mal. Et des pages d'accès au parking aussi, par exemple, sur les techniques, ça peut être ce type de dispositif qui peut être utile pour pouvoir être à proximité des autres. Je pense que vous connaissez tous les difficultés de stationnement du campus. Je voulais vous donner quand même quelques chiffres. Alors bon, je ne sais pas si c'est très visible sur l'écran, mais c'est juste pour que vous mesuriez un peu l'évolution du nombre d'étudiants recensés à l'université. Donc on est en progression constante et ça dans toutes les universités, on augmente de 20% par an à peu près le nombre d'étudiants recensés. Donc les étudiants recensés, c'est ceux qui font une demande auprès du service de médecine préventive pour des aménagements d'examen ou pour des aménagements d'études. Et au relais, c'est pareil, on suit de plus en plus d'étudiants, en général à peu près la moitié des étudiants recensés, parce que certains étudiants ont besoin d'aménagements simples pour leurs examens, de type un temps supplémentaire, une adaptation sur l'uniforme, mais ils ne vont pas forcément avoir besoin d'aménagement sur tout leur cursus. Donc nous, on intervient à peu près pour un peu plus de la moitié des étudiants recensés. Donc oui, c'est une forte croissance. Et ça va aller en augmentant chaque année, dans la mesure où, justement, depuis 2005, chaque élève a la possibilité, chaque élève en situation de handicap a la possibilité d'être scolarisé en milieu ordinaire et de poursuivre un cursus en milieu ordinaire, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, tous ces élèves arrivent finalement chez nous à l'université, donc c'est plutôt positif. Mais effectivement, il faut aussi on ait des moyens pour s'adapter à ces changements. Voilà, après je vous ai donné quelques chiffres sur les 2 dernières années. Donc il y avait l'année dernière de 453 étudiants recensés en situation de handicap à l'université, dont 70, ce qu'on appelle dans une limitation temporaire d'activité, c'est une situation de handicap inférieure à 1 an. Voilà, ce qui fait à peu près 383 étudiants en situation de handicap permanent. Et cette année, on est à 391 étudiants déjà recensés en situation de handicap permanent. Donc on augmente et l'année n'est pas terminée, donc les chiffres sont ceux d'aujourd'hui, mais il y en aura certainement plus quand on terminera dans le jour. Donc voilà ce que je vous disais, une augmentation en gros de 15 à 20% par an. Et je crois que depuis 2005, on a vu tripler le nombre d'étudiants recensés, avec des problématiques
toujours très individuel, et c'est pour ça qu'on personnalise au mieux l'accueil qu'on leur propose, quoi. Alors en fait, il y a pas de AVS dans l'enseignement supérieur, il n'y a pas d'auxiliaire de vie scolaire. C'est pour ça qu'on appelle ça des assistants pédagogiques, parce qu'ils n'interviennent que sur le volet enseignement et pédagogie. Mais effectivement, c'est des étudiants qu'on recrute en général au sein de la même promotion que l'étudiant concerné, parce qu'il faut qu'il ait à peu près le même emploi du temps et les mêmes horaires, c'est plus facile. Mais ça peut être aussi des étudiants doctorants ou des étudiants redoublants qui n'ont pas beaucoup d'heures. Donc voilà, ils prennent les notes et ils les restituent à l'étudiant. Ils sont rémunérés pour le faire par le relais en fait. Donc c'est nous qui les recrutons. Non, on corrige pas parce que, par exemple, en biologie, je serais pas capable de le faire, enfin dans plein de matières d'ailleurs. Mais on prend dans le recrutement, on essaye de prendre des étudiants qui ont un bon niveau. Et après, forcément, ça n'a pas la même qualité de notes que celle des enseignants, mais c'est aussi un complément. L'étudiant, parfois, déjà peut prendre certaines notes, donc c'est qu'un complément. Et quand il peut pas en prendre du tout, il peut parfois enregistrer en plus les cours et il est quand même présent pour les entendre. Donc voilà, mais effectivement, non, on les corrige pas. Mais quand on recrute, on demande un minimum de choses, des prises de notes pour vérifier l'orthographe, la qualité de prise de notes. Après, on reste sur un étudiant, par exemple en première année, ça reste un étudiant de première année. Donc, mais c'est pour ça qu'on demande une prise de notes littérale et qu'il n'y ait pas de sélection de l'information pour que justement, on essaye de lui demander de prendre tout en note. Bien sûr, il ne pourra pas, mais l'objectif, c'est qu'il ne sélectionne pas l'information. Que ça soit bien à l'étudiant accompagné, à lui ensuite de faire ses choix dans le cours, quoi. Oui, bah après, le problème, là, c'est toute la question de la propriété intellectuelle et de la possibilité ou non de récupérer le cours de l'enseignant. Et il n'y a pas toujours de support, c'est-à-dire que les enseignants n'ont pas toujours de support et parfois ils ont quelques notes ou quelques mots. Et en plus, on perdrait aussi tous les échanges qu'il peut y avoir dans un cours. C'est-à-dire que s'il n'y a personne pour prendre les notes, quand il y a des échanges, ça ne va pas être retenu, ou des questions qui peuvent être posées à l'enseignant. Enfin, tout ça, on n'aura pas ça. Enfin, on n'aura pas ces éléments-là. Ça fait maintenant 4 ans que je suis à la fac. Il y a certains profs qui passent les cours directement sur Internet, ce qui fait que on peut les prendre directement à la source. Mais effectivement, comme l'a dit Madame Le Rouge, il n'y a pas tous les échanges qu'il peut y avoir en cours. Du coup, c'est forcément mieux de récupérer, enfin selon moi, c'est forcément mieux de récupérer donc les cours d'un autre ou d'une autre afin d'avoir un maximum d'éléments en fait, même si ces éléments ne seront pas complet, ou alors ensuite on peut compléter avec les cours du prof s'il le souhaite mettre en ligne, quoi, par exemple. Et ça dépend des profs en fait. Après, il y a de plus en plus quand même de cours sur Moodle. Il y a de plus en plus d'enseignants qui mettent quand même des supports, mais les supports sont pas souvent complets, quoi. En dehors des cours qui sont réellement fournis en enseignement à distance, qui là reprennent la totalité du programme. Pour les autres, c'est pas toujours le cas, quoi. Donc c'est pas suffisant. Vous voulez dire de la recherche quand on recherche quelqu'un pour assister? En fait, moi, j'envoie un message ciblé aux étudiants de la promo concernée, en fin de compte. Après, j'envoie pas aux autres promos dans la mesure où, de toute manière, personne qui actuellement en cours pourra... en fait, je cible les masters, les doctorants et les étudiants de la promo dans le recrutement. Donc, on n'envoie pas l'information parce que après, il y a des étudiants qui peuvent être volontaires, mais leur emploi du temps ne sera jamais compatible. En fait, il faut arriver à suivre l'emploi du temps quasiment complet de l'étudiant accompagné, donc c'est pas possible. C'est pas compatible avec un autre cursus, par exemple. Et même des fois, dans un même cursus, avec aujourd'hui les parcours différenciés, les possibilités d'options, ça devient même complexe aujourd'hui avec la nouvelle offre de formation depuis 2017. Après, on publie c'est obligatoire de toute manière, on publie nos offres sur le site de l'université. Il y a une rubrique emploi étudiant, donc les offres sont publiées sur cette rubrique-là. Et auparavant, moi aussi, je publiais sur le site du Crous parce qu'ils ont un site pour les annonces d'emploi temporaire, c'est Job Avise. Donc je publiais aussi. Donc quand je trouve pas, je peux, mais si je trouve quelqu'un dans la promo... Je vais laisser Adrien peut-être intervenir. Je pense que je vais commencer par me présenter déjà. Donc, je m'appelle Adrien Desbarres. Je suis en L2 d'art du spectacle, donc je viens pas souvent ici. Mais du coup, c'est ma 4e année à la fac parce que j'ai déjà une licence de psycho à mon actif. Et ouais, ça commence à faire longtemps que j'arpente les couloirs de la fac. Et du coup voilà, j'ai un parcours un peu particulier, mais en même temps,
Ça m'a fait avoir quelques expériences à propos de la fac et de différentes facs même, et du coup, enfin, différentes UFR. Et du coup, voilà, je pense que le mieux, ce serait de vous poser des questions, si vous avez des questions à me poser, à propos de l'organisation, à propos des cours, à propos de plein de choses, même par rapport à l'inclusion, pourquoi pas, des personnes handicapées dans la fac, oui. Il y a des logements adaptés et possibles. Après, j'y ai vécu pendant 2 ans, ouais, 2 ans à peu près. Et du coup, non, 3 ans même. Et du coup, oui, voilà, c'est possible. Après, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Notamment lorsqu'on est au campus 1, comme moi, où finalement certains appartements et logements étudiants sont pas trop appropriés, en tout cas à ma condition, même si ça convient à beaucoup d'autres. Mais voilà, il reste encore beaucoup d'efforts à faire par rapport à ça. Et c'est pas encore parfait, mais il y a quand même des efforts qui se font et c'est pas rien. Et maintenant, en ce qui me concerne, j'habite un logement privé. Mais avant, ouais, pendant longtemps, donc j'ai habité dans un logement, bah, juste ici, justement, enfin à côté, en fait, à Baco. Et en fait, c'est pour ça que je vois un peu où est-ce que c'est ici, mais autrement, j'y viens jamais. Mais du coup, voilà, c'est un peu, c'est bien. Il y a quelques trucs de prévus vraiment bien, notamment à Baco. Baco, c'est quand même assez cool. Mais voilà, au campus 1 et les bisées, tout ça, en général, j'avais visité quelques appartements, quelques chambres étudiantes quand j'étais en terminale, donc ça commence à faire. Et en fait, il n'y avait pas tellement de trucs qui convenaient à mon handicap, à la place dont j'ai besoin et à tous les besoins derrière, parce que c'est pas que avoir de la place, c'est pas que avoir un lit, c'est pas que avoir un canapé. C'est vraiment, il y a vraiment en tout cas pour mon cas, des choses matérielles, même si c'est pas énorme par rapport à d'autres, mais il y a tout un aspect technique derrière en fait. Ça répond à ta question? En gros, c'est un handicap qui fait que j'ai pas assez de force pour bouger tous mes bras. En gros, c'est assez compliqué parce que les gens me disent souvent que je suis tétraplégique alors que pas du tout. On me dit souvent mais t'es paralysé alors que pas du tout parce qu'en fait je sens tout mon corps, je peux bouger tout mon corps, mais j'ai juste pas assez de force pour le faire beaucoup. Genre je peux pas relever mon bras en l'air, je peux pas me gratter le bout du nez. Ça c'est horrible d'ailleurs. Je peux pas marcher forcément. Mais derrière, je peux utiliser une souris d'ordinateur et je peux battre la plupart d'entre vous à Mario Kart. Le défi est lancé. Quand vous voulez. Ouais. C'est vrai que c'est une question intéressante que j'ai pas parlé, mais j'ai de la chance d'avoir une mère qui a toujours été présente pour moi. Et du coup, ma mère m'aide encore aujourd'hui parce que j'habite assez loin de la fac. Et ma mère en fait m'a toujours emmené en fait. Même si je crois qu'il y a des services de pas taxi, mais tu sais, genre, je crois que c'est Twisto qui fait ça. Et ouais, Mobisto. Et en fait, je crois que ça existe, mais je l'ai jamais vraiment utilisé. Et disons que ma mère, elle a plus ou moins, enfin, elle est plus ou moins en tête de m'aider à fond comme elle peut. Et du coup, voilà, ça se passe plutôt bien. Mais oui, là, voilà, c'est possible d'avoir un taxi, mais en l'occurrence, ma mère m'emmenait. Et c'était plus pratique parce qu'encore une fois, c'est pas évident quand tu vois, tu arrives à la fac. Je prends un exemple, tu arrives à 8h. Donc, le prof qui est là, à 8h10, tu te rends compte qu'il n'est pas là. Qu'est-ce que tu fais, tu vois? T'attends le taxi qui arrive à midi, ou t'appelles ta mère qui va te chercher, tu vois. C'est beaucoup plus. En fait, il y a beaucoup d'imprévus à prendre en compte. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est, en tout cas, pour mon cas, hein, je parle pour moi, bien évidemment, j'ai pas la prétention de savoir pour tout le monde, mais en fait, c'est beaucoup plus pratique dans mon cas d'avoir ma mère à disposition à côté. Et puis, comme elle est quand même super sympa, elle m'aide, tout ça, tout ça. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Ouais, alors c'est pareil, comme l'a dit Madame Le Rouge, j'ai une assistante pédagogique qui est dans ma promo et avec qui ça se passe très bien. Et donc quand j'étais en psycho, donc j'étais avec quelqu'un d'autre pendant mes 3 années de psycho avec quelqu'un d'autre avec qui ça se passait bien aussi. Et du coup, donc ils écrivent donc les cours donc à l'ordinateur et les retapent et ensuite me les renvoient. Mais j'essaye et en tout cas même j'y arrive d'écrire mes cours tout seul. Avec l'aide de mon téléphone portable. C'est assez étrange, mais comme je vous ai dit que je ne pouvais pas me gratter le bout du nez, en fait, je peux utiliser en tout cas mes doigts, mes bras un petit peu, et du coup, j'écris tout avec le clavier de mon téléphone portable.
Et j'ai des cours assez complets grâce à ça. C'est une méthode que j'ai développée en première année de psychologie. Et c'est un peu, voilà, système D, en fait. Je fais avec ce que j'ai pu faire. Et ben, au fur et à mesure, à partir de la 3e semaine de psycho, bah, je me suis dit que c'était quand même pratique. Et du coup, j'ai continué d'ici là. Et donc, bon, ça demande un temps d'adaptation. Et puis même quand j'ai des cours avec des profs que je connais pas, je leur demande si ça les dérange que j'utilise un téléphone portable en cours parce que c'est pas forcément top. Hein. Je crois qu'il y a une prof qui m'a fait la remarque un jour. Je lui avais pas demandé, je crois que c'était en psycho. Et elle m'a dit, mais au début, je croyais que tu jouais sur ton téléphone devant moi, là, en cours. Et je disais, mais non, j'écrivais le cours, madame. Et du coup, on rigolait. Et c'est vrai que c'est assez cocasse comme situation. Mais voilà, faut s'adapter encore une fois. C'est quelque chose d'assez par ces systèmes D, en fait. Mais ça marche très bien. Et jusque-là, ça m'a pas fait défaut. Ouais, aucune idée. Les activités physiques, c'est pas trop mon truc. Mais je pense que ça doit exister. Je pense que ça doit exister et je pense même que c'est plutôt cool si ça existe. Après, j'ai un emploi du temps qui fait que j'ai pas tellement le temps. Tu vois, j'ai même pas le temps, ou en tout cas, je prends pas le temps d'aller au kiné, par exemple, tu vois. Et en soi, j'ai pas de problème de santé, à part bon, le fait que je sois en fauteuil roulant, hein. Mais autrement, j'ai pas de problème de santé quelconque. Et du coup, ben, ouais, ça pourrait être intéressant de faire des activités sportives entre guillemets, mais même si c'est complètement sportif, mais j'en ai aucune idée, j'en fais pas. Mais je pense que ça existe, tu sais, genre la piscine ou truc comme ça. Mais sinon, non, j'en fais pas et je sais pas si je trouverai le temps de le faire un jour, mais pourquoi pas. Ouais. Yes, bah, j'ai des tiers-temps par exemple, c'est pour les examens, genre en fait, ben, j'ai un tiers-temps, comme le nom l'indique, et un examen, c'est assez différent parce qu'en fait, je dicte à quelqu'un qui écrit à ma place, sur papier. Donc, quelquefois, c'est pas évident, mais ça m'a jamais fait défaut. Et en fait, ben, en examen, je me vois mal écrire le partiel sur mon téléphone parce qu'après, il y a forcément, c'est pas cool par rapport aux autres, même si j'ai déjà fait ce semestre, j'ai inauguré la chose où en contrôle continu, bah, il n'y avait pas grand chose de prévu. Parce que tu sais, quand je fais des examens, c'est compliqué, je suis dans une salle à part. Je dicte à quelqu'un donc à voix haute, donc je peux pas être avec tout le monde. Et du coup, ça m'embêtait un peu ça pour les contrôles continus. Et du coup, ce semestre-là, j'ai un peu inauguré la chose en demandant tout simplement aux profs qui me font confiance si je pouvais pas répondre aux questions et répondre au contrôle continu directement sur mon téléphone et leur envoyer par mail aussitôt, quoi. Du coup, ça l'a fait. Mais voilà, donc encore une fois, il y a quelques adaptations, quelques aménagements qui sont faits un peu sur le tas, tu vois. Mais c'est faut être un peu débrouillard, je pense. Mais sinon, tout est prévu dans tous les cas par le relais handicap et par même le SUMS par rapport tu sais, au tiers-temps, aux examens, tout ça. C'est quand même assez carré, mais en même temps, bah, si on peut s'adapter, on s'adapte, quoi. Ouais. Bah ouais, en vrai, je vais pas être méchant, mais le lycée, c'était quand même vachement mieux. Dans le sens où, je vais me faire tirer les oreilles, mais dans le sens où, en fait, au lycée, c'est vraiment des AVS. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique parce que c'est des AVS qui sont payés à temps plein. Enfin, en tout cas, elles devraient être payées à temps plein, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais du coup, elles sont là donc, pour s'occuper des étudiants, ou en tout cas des lycéens et lycéennes handicapés. Et du coup, c'est mieux dans le sens où, tu sais, il y a tout ce qui est l'aspect repas le midi, il y a les temps de trous, tout ça, en fait, qui sont pris en charge. Tandis que là, par rapport à la faculté, en fait, les assistants pédagogiques, à partir du moment où tu n'as pas cours, ils ont pas à rester avec toi, même si, admettons, on a une pause de 1 heure, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut être débrouillard et sociable aussi. Comme ça, tu trouves des gens avec qui aller et tu t'incrustes un peu avec les gens, mais c'est pas évident. Mais voilà, encore une fois, le lycée, c'est quand même vachement plus cool dans le sens où, encore une fois, tu as plus de choses prévues, tu as un statut d'AVS et c'est pas un petit job étudiant, c'est un vrai boulot, même si c'est payé les misères, malheureusement. Mais voilà, du coup, c'est assez différent. Ouais, il y a quand même de grandes différences par rapport aux deux. Mais après, j'ai envie de te dire que la fac, c'est aussi un peu un univers de liberté et que dans ces cas-là, c'est peut-être pas plus mal de pas avoir, de pas avoir en tout cas une personne qui reste à tes baskets pendant toute la journée sans que tu puisses faire quoi que ce soit, partir et tout ça, quoi. Donc c'est encore une fois, il faut peser le pour et le contre.
Oui, si je peux me permettre pour compléter ce que dit Adrien, effectivement, c'est la grosse différence et c'est un peu le point noir quand même pour les étudiants qui arrivent, surtout ceux qui ont des besoins importants sur la vie quotidienne, sur l'aide au repas, les passages aux toilettes et tout cet accompagnement qui peut être nécessaire en cours de journée. Parce que effectivement, on passe d'un dispositif où il y a un accompagnement quotidien sur ces deux, à la fois sur le volet pédagogique et le volet vie quotidienne, et arrive à l'université, la solution elle est que sur le volet pédagogique. Alors on renvoie, parce que en fait c'est toute une question de mission et de répartition de financement, et effectivement c'est la maison départementale des personnes handicapées qui peut financer tout ce qui touche à l'aide à la vie quotidienne arrivé dans l'enseignement supérieur. Donc ça ne concerne pas que les universités, hein, c'est globalement dès qu'on passe en enseignement supérieur, il y a une rupture à ce niveau-là. Et les auxiliaires de vie scolaire, il y a des textes qui régissent ce statut et ce poste-là. Et arrivé après la terminale, c'est terminé. Même certains BTS n'ont plus accès, alors que c'est toujours en lycée, aux auxiliaires de vie scolaire. Donc c'est vrai qu'il y a sur là une vraie rupture et du coup un besoin d'adaptation qui est peut-être un peu brutal en passant de tout à rien sur la vie quotidienne, en sachant que c'est compliqué pour un étudiant de savoir quand il va avoir envie d'aller aux toilettes et de prévoir qu'une auxiliaire de vie de l'extérieur vienne l'aider pour cette tâche-là, quoi. Donc effectivement, c'est un frein clair à l'intégration à l'université, hein. Mais aujourd'hui, la loi est telle que ça fonctionne comme ça. Est-ce que... Oui. Parce que comme j'ai dit, il faut être sociable. Enfin, moi, en tout cas, je le suis plus ou moins, j'espère. Mais encore une fois, c'est pas évident pour tout le monde. Je sais que je connais des gens qui, à la fac, n'ont pas forcément beaucoup de connaissances, n'ont pas forcément beaucoup d'amis. Et c'est un peu triste de voir justement que l'intégration matérielle et en tout cas technique se fait de plus en plus, mais j'ai pas l'impression que l'intégration sociale, mais ça c'est dans la société d'aujourd'hui de base, hein, les personnes différentes sont mises de côté, et du coup voilà, l'intégration sociale n'est pas encore ouf, on va pas se mentir, et c'est pour ça que c'est cool cette journée-là un peu voilà, même si je pense qu'il n'y a pas assez d'étudiants handicapés, comme je l'ai dit à Madame Le Rouge, en arrivant, ce serait un peu plus cool qu'il y ait plus de discussions. Mais du coup, voilà, c'est un peu dommage dans ce sens. Mais bon, personnellement, j'ai eu de la chance. Je suis ami un peu avec tout le monde, donc c'est un peu une chance. Mais voilà, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et malheureusement, c'est le cas dans toute la société. Donc voilà. Merci Adrien. Je vais laisser la parole à Arona. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Arona So. Je suis non-voyant de naissance et voilà, c'est ma première année sur Caen et je suis en 3e année de sociologie. Donc j'ai pu faire d'autres universités en France et voilà. Et sur le plan sportif, je fais du cécifoot en fait. J'ai mon club à Strasbourg et je suis aussi joueur à l'équipe nationale du Sénégal. Donc voilà. Après, pour mon expérience à l'université, je pense que voilà, ici sur Caen, ce qui m'a plus marqué, c'est en fait le braille. Parce que dans les autres universités, elles ont tendance à dire que peut-être le braille, maintenant, ce n'est plus à l'actualité où ça commence à être démodé genre. Bah, j'ai entendu ça plusieurs fois. Alors qu'ici, voilà, le braille est toujours disponible, parfois, même si ça devient un peu encombrant, parce que ça fait beaucoup parfois. Et voilà, c'est toujours disponible. Et ça m'a vraiment plu. Parce qu'en fait, avec les ordinateurs, le système audio, c'est bien, tu peux avoir tout le cours, on peut tout écouter, mais après, c'est pas forcément facile d'avoir l'orthographe des mots et tout. Donc, pour moi, le braille, c'est bien intéressant. L'autre chose, c'est qu'en fait, à mon arrivée ici sur Caen, j'ai pu bénéficier des cours de locomotion, ce que j'ai pas eu forcément dans les autres universités. Et j'avoue que ça m'a bien permis de bien, en fait, en tout cas, être autonome sur les lieux où je pars fréquemment. Donc voilà, je pense que ce sont les deux choses qui m'ont vraiment marqué, surtout ici sur Caen.
Avant, j'ai fait Strasbourg, donc voilà, bon, ça s'est bien passé aussi dans l'ensemble. Bah, en gros, voilà. En fait, des cours de locomotion, c'est des cours avec la canne pour te montrer la fac, en gros, comme les repères en fait, pour qu'on puisse circuler de manière autonome dans la fac. Bah, le saisie-foot, je l'ai commencé à l'âge de 16 ans. Donc, c'était lorsque j'étais au Sénégal avec un club qui est à Bordeaux. C'est eux qui étaient venus au Sénégal pour nous faire une initiation. Donc, depuis lors, voilà, je le pratique. À vrai dire, sur le plan de l'encadrement, j'ai trouvé l'université Caen vachement mieux. Parce qu'à Strasbourg, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était compliqué pour accéder à certains ouvrages et en gros l'encadrement n'était pas aussi vraiment n'était pas trop excellent, je veux dire. Donc à Strasbourg, je me sentais bien parce que j'avais mon équipe de CC Foot et tout. Bon, d'ailleurs, malheureusement c'est ce qui a fait que j'ai repris ma troisième année. Donc après j'ai jugé nécessaire de trouver mieux et là quand je m'y plais bien, donc ça va très bien. En fait, pour les partiels, j'écris avec mon ordinateur. Donc après, voilà, malgré ça, j'ai un carton et ça passe. Ouais, avec les sujets aussi, je les ai en braille en fait. Donc je lis après pour faire mon épreuve, je le fais avec mon ordinateur. Non, non, c'est parlant en fait. Il y a un logiciel qui s'appelle VoiceOver pour le Mac. On l'active et voilà, ça passe. C'est grâce au cours de locomotion que je me suis bénéficié en début d'année. Après, le reste aussi, c'est à force de le faire seul et tout, ça devient automatique en fait. Au niveau du logement aussi, moi, j'ai pas forcément besoin d'une grande adaptation, même pas, même parce qu'en fait, ça, il suffit juste de bien, bon, voilà, de connaître le logement. Après, j'ai pas forcément besoin d'une adaptation. Ça, c'est, ouais. Euh, Après, moi, surtout peut-être ce que parlait Adrien tout à l'heure, c'est concernant l'intégration. Après, moi, je trouve que si, voilà, c'est à nous, par exemple, d'aller envers les autres, surtout. Après, parce que bah, il y a des gens forcément qui connaissent pas les personnes handicapées ou bien ils pensent qu'ils sont nerveux ou genre comme ça. Alors que c'est pas forcément du tout le cas. On est joyeux comme tout le monde. Et après, voilà. Mais après, c'est à nous aussi de montrer ce visage-là, de montrer qu'on est heureux comme tout le monde, malgré notre handicap. Après, voilà quoi, je pense que ça se passe très bien avec les autres. Et voilà, je suis à Caen il y a juste 6 mois ou quelque chose comme ça, mais je me suis fait pas mal d'amis et ça se passe très bien. En fait, moi, j'aimerais bien travailler sur les droits des personnes en situation de handicap. Il y a un master qui se fait à Rennes plus tard, même voilà, peut-être pas pour l'année prochaine, mais j'aimerais bien travailler sur ça en fait. Parce que à la base, je viens du Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là-bas, bon, comme dans beaucoup de sociétés, c'est encore très en retard. Donc nous, pourquoi pas aller voilà, participer sur ce combat. En tout cas, ça me tient à cœur. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Du coup, par rapport au projet professionnel, j'en ai pas des masses. J'avoue que j'aimerais être, devenir réalisateur, faire des écoles en même temps, faire des écoles de cinéma, aller à Paris enfin, c'est grand Paris, c'est trop grand, c'est trop le bordel. Du coup, je pense que là, je m'en sors bien à Caen, donc je pense que je vais faire des études et pourquoi pas de très longues études. On verra. Ouais, non, c'est pas du tout accessible, mais c'est rigolo parce que quand on entend, bah oui, voilà, mais quand on sait que ça va accueillir quand même
les prochains Jeux Olympiques, ou je crois ceux d'après, je sais plus, et donc les Jeux Paralympiques, bien évidemment, ça va être un peu le bordel. Et je pense que. Mais du coup, du coup, j'invite un peu vous tous qui êtes là à essayer de vous rendre compte un petit peu de la situation et à essayer de vous imaginer un peu comment on se déplace et à essayer de regarder où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut pas aller, et essayer de vous poser la question parce que je pense que c'est intéressant. Et même par rapport à l'intégration sociale, posez-vous la question. Est-ce que vous avez déjà parlé à des étudiants en situation de handicap? Est-ce que vous en connaissez déjà? Et c'est assez compliqué et je pense qu'il faut se poser la question. Je pense que comme l'a dit mon collègue à côté, c'est à nous d'aller vers les personnes de manière générale. Mais je pense que l'inverse est bien aussi. Et c'est là où je trouve intéressant ce genre de journée. Parce que justement, il y a un échange. Et un échange qui ne se voit pas forcément ailleurs, en tout cas qui ne se voit pas assez. Voilà. Bonjour, donc nous représentons le SUMS. Donc, je suis Julie Thibault-Landemort, je suis la médecin directrice du SUMS, et Madame Loquet-Poli qui est assistante sociale. Donc je vais peut-être, comme vous êtes un public d'étudiants, vous refaire un petit topo sur les activités et les propositions qu'on peut vous faire au SUMS. Je ne sais pas si tout le monde connaît le SUMS qui se situe sur le campus 1, qui vous propose donc pour tous les premières années. Les premières années jusqu'à la licence, jusqu'à la 3e année de licence, l'entretien préventif, qui est un entretien qui permet d'évaluer de façon globale la santé des étudiants, aussi au niveau psychosocial, une évaluation médico-psychosociale sur vos besoins aussi en termes de... votre santé globale avec une évaluation du sommeil, de l'alimentation, de l'état psychique. Et à l'issue de cet entretien, on peut vous orienter vers les différentes propositions qui sont faites au SUMS, entre autres le soutien psychologique avec 2 psychologues qui interviennent et des infirmières qui peuvent vous proposer de la réflexologie ou de la somatopsychopédagogie pour l'aide à la gestion du stress. Donc toutes ces interventions sont gratuites, prises en charge dans votre inscription Unicamp. Il y a également un centre de vaccination gratuite, donc pour mise à jour de votre calendrier vaccinal. Une antenne du centre de planification familiale qui intervient pour le suivi gynécologique, contraception, tous les mercredis matin sur rendez-vous. On peut vous proposer aussi des consultations nutrition, équilibre alimentaire, troubles des conduites alimentaires, donc un accompagnement par rapport à ça. Et puis les 2 assistantes sociales qui sont présentes dans le service et qui peuvent vous accompagner, accompagner les étudiants qui ont soit une problématique de santé, soit une situation de handicap, dans l'accompagnement vers un logement social, vers les démarches administratives, aussi en lien avec la maison départementale des personnes handicapées s'il y a besoin de faire ce lien-là. Et puis, bien sûr, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est aussi les demandes d'aménagement. Donc, on reçoit tous les étudiants qui sont soit en situation de handicap ou qui ont une problématique de santé pour évaluer les besoins de compensation dont ils ont besoin en lien avec leur problématique. Donc, je voulais refaire peut-être un point aussi sur les différents types de handicap, parce que dans handicap, on met beaucoup de choses. Donc il y a les handicaps moteurs, handicaps sensoriels comme dont ont pu nous faire part les étudiants présents aujourd'hui, mais il y a aussi des handicaps psychiques, psychologiques, des troubles cognitifs aussi. On ne pense pas assez souvent aux troubles spécifiques des apprentissages, dyslexie, dysorthographie, qui font aussi partie, qui sont maintenant aussi reconnus comme des situations de handicap vis-à-vis de la scolarité. Donc vous connaissez peut-être des étudiants qui avaient déjà des aménagements pour le bac, des tiers-temps supplémentaires pour la dyslexie, dysorthographie. Ces étudiants peuvent aussi venir demander ces aménagements auprès du SUMS à l'université. Ça, il faut bien le faire passer parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui reviennent aussi par rapport à ces problématiques-là et qui ne savaient pas qu'on pouvait bénéficier de ces aménagements. Il y a aussi des déficiences viscérales, des maladies inflammatoires intestinales qui donnent des symptômes vraiment handicapants et qui peuvent bénéficier d'aménagements. Des pathologies articulaires aussi. Enfin, voilà, c'est quand même un champ assez large. Et
Et au titre de ces problématiques de santé, les étudiants peuvent venir faire des demandes d'aménagement donc auprès du SUMS, qui ensuite les réoriente vers le relais handicap santé quand il s'agit d'un aménagement complémentaire des études au niveau pédagogique, et puis vers les assistantes sociales quand il y a besoin aussi d'un accompagnement social. Donc comment ça se passe pour faire une demande d'aménagement ? Le mieux, c'est le plus tôt possible. Donc dès le lycée, quand il y a des étudiants qui bénéficient déjà d'aménagement, ils peuvent se rapprocher en fin de terminale du service pour qu'on puisse déjà les connaître et préparer la rentrée. Sinon, donc le plus tôt possible dès la rentrée, pour prendre un rendez-vous avec un médecin qui va évaluer les besoins de compensation et qui va, en fonction, proposer donc, des demandes d'aménagement des examens et orienter vers le relais pour les aménagements pédagogiques. Quel type d'aménagement vous pouvez avoir quand vous êtes en situation de handicap ? Ça va être, donc on a parlé des temps compensatoires, des tiers-temps supplémentaires, quart-temps, donc ça va être évalué aussi en fonction des besoins de l'étudiant. Les installations matérielles, ordinateurs, salles particulières pour différentes raisons. L'assistant pédagogique, le tuteur, la dispense d'assiduité aussi. Donc ça, c'est un régime spécial qui permet, quand un étudiant a besoin de s'absenter régulièrement, soit parce qu'il n'est pas en capacité d'aller en cours en lien avec sa pathologie ou son handicap, soit parce qu'il doit se rendre à des rendez-vous médicaux, on peut faire une demande auprès de la composante de l'étudiant d'une dispense d'assiduité. Donc après, en fonction de chaque composante, ça se décline un petit peu différemment, mais la plupart du temps, c'est quand même les contrôles continus ne sont pas pris en compte, c'est seulement les contrôles terminaux qui sont pris en compte. Donc il faut vraiment s'assurer que ça ne soit pas défavorable à l'étudiant, ça dépend vraiment de sa situation. Mais voilà, ça c'est aussi à évaluer. Qu'est-ce que j'oublie comme aménagement Il y a les aménagements d'épreuves, passer une épreuve à l'oral, une épreuve écrite à l'oral. Enfin voilà, ça se détaille. Voilà, donc on a besoin quand même, quand l'étudiant vient nous voir, d'avoir des pièces justificatives, les certificats médicaux, les comptes rendus d'hospitalisation, les aménagements qu'il a pu avoir antérieurement pour le bac, s'il y en a eu. Et puis on fait le point à ce moment-là et aussi on l'oriente et on l'accompagne tout au long de sa scolarité, ça c'est important. Déjà il y a un travail en équipe qui se fait puisqu'on fait le lien avec les assistantes sociales si besoin, avec les psychologues pour un suivi aussi, parce que comme l'a évoqué Adrien, c'est pas toujours simple quand on arrive entre le lycée et l'université, donc ça peut aussi créer des besoins qui n'étaient pas présents avant, mais en tout cas il y a des structures de soutien qui peuvent se mettre en place. Et une réévaluation tous les ans des besoins, des compensations qui ont été mises en place, qui ont marché, qui n'ont pas marché. Voilà, une réévaluation tous les ans. Je vais passer la parole à Madame Loquet-Poli pour le côté social. Oui, alors donc moi je suis une des deux, on m'entend bien là, assistante sociale du service. Alors nous, notre mission, en fait, avec ma collègue, c'est plus de nous attacher aux conditions de vie, à tout ce qui va être un peu hors pédagogique, c'est-à-dire au moment de l'accueil. Notre travail, c'est un peu on est une plateforme un peu d'accueil, d'information, de réorientation éventuellement, et puis de travail en partenariat avec nos collègues. Alors nous, notre axe de travail, c'est l'accès aux droits, c'est-à-dire de veiller à ce que chaque étudiant ait bien connaissance des droits auxquels il peut prétendre et de les demander et de faire les démarches nécessaires. Donc dans les démarches, il y a bien entendu, la première des démarches à faire quand on est étudiant, c'est de faire valoir ses droits auprès du Crous. Savoir si on peut être boursier et à quel moment on doit faire ces démarches, le plus tôt possible dans l'année. Ces demandes de logement, donc ça c'est hyper important parce que pour nous, il est important de travailler en amont, bien en amont de l'arrivée. On ne peut pas imaginer en fait, de travailler sur le logement d'un étudiant au mois de septembre. Il faut que dès le démarrage de l'année, dès le mars, avril, eh bien, on ait déjà connaissance des besoins. Et ensuite, nous, on travaille en partenariat avec le Crous. Donc, dans nos modes de fonctionnement, on a des réunions hebdomadaires avec le Crous dans lesquelles on travaille sur les besoins des personnes à partir des entretiens qu'on a eus avec eux.
et on transmet sous forme de notes écrites, ce qu'on appelle des demandes, des appuis, de façon à coller au mieux aux besoins de la personne quand elle va arriver à l'université. Alors, évidemment, je relativise un petit peu ce que vous disiez, Adrien, tout à l'heure. C'est vrai que en termes de logement, il y a quand même encore beaucoup d'efforts, enfin, je veux dire, beaucoup d'améliorations à apporter. Mais moi, je peux constater au cours des années, ça fait 8 ans que je suis sur ce poste, qu'on a un partenariat vraiment de grande qualité avec le Crous et qu'à chaque fois qu'il y a des améliorations à apporter, des travaux à faire dans les logements, même si ce n'est pas forcément parfait, on a quand même réussi à, je sais, ça fait sourire Adrien, il y a eu des améliorations, Adrien, en 4 ans, il ne faut pas croire. Alors tout dépend des endroits, mais quand même dans l'ensemble, et puis effectivement, il y a des choses qui n'ont pas été peut-être toujours été exactement pensées. Et nous, on a fait en sorte de faire travailler, enfin, d'associer des étudiants pas l'élaboration des plans, etc., mais de faire constater qu'effectivement, il y avait des choses qui ne convenaient pas, qui n'allaient pas, en faisant des visites sur le terrain avec les étudiants, enfin voilà, les familles. Et donc, bon, c'est pas parfait, mais ça s'améliore vraiment d'année en année. Et bon, c'est tout le sens de notre travail, quoi. Hein, donc de pas... je veux dire de tout faire, en tout cas, pour que en septembre, quand les étudiants arrivent, d'abord ils aient la possibilité de visiter les logements, ce qu'on essaye de faire dans la plupart des cas, pour pouvoir se rendre compte justement de ce qui va être adapté ou non adapté, parce que chaque personne a un handicap différent, enfin a une problématique différente. Or, les aménagements des logements, ils sont parfois adaptés à l'un mais pas à l'autre. Voilà. Donc là, c'est vraiment... moi j'ai envie de dire, quand je parle de ce travail-là, que c'est un peu de la dentelle qu'on fait. On essaie vraiment d'ajuster au plus possible, mais c'est pas toujours simple et ça coûte de l'argent. Bon, voilà. Donc, moi, je dirais que notre travail essentiel, un de nos axes de travail par rapport aux situations de handicap, c'est celui-là. C'est aussi d'aider parfois financièrement quand il y a besoin d'acheter du matériel, des équipements, essayer de trouver des financements, ce qui n'est pas simple, parce que les matériels dont les étudiants peuvent avoir besoin coûtent très cher, ils ne sont pas forcément bien pris en charge, donc il faut aller frapper à toutes les portes. C'est-à-dire qu'il faut monter des dossiers, il faut essayer de récolter, parfois peu, parfois un petit peu plus. C'est un travail assez long et des fois un peu fastidieux, mais bon, on essaye de le faire au mieux pour aider au maximum. Et puis, voilà, donc en gros, je ne veux pas vous monopoliser avec toutes ces questions. Juste aussi, moi, je voulais préciser quand même qu'effectivement, une des dimensions quand même de notre travail, c'est aussi tout l'accompagnement des personnes qui ont un handicap psychique et qui n'est pas forcément visible, donc il n'y a pas forcément besoin d'adaptation, enfin de logement ou de choses particulières, mais qui ont besoin, eux, d'un accompagnement, je dirais, dans l'écoute, dans les démarches, il y a un gros travail aussi à faire qui permet de suivre, de suivre les évolutions des étudiants sur plusieurs années et les voir évoluer, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit me concernant. Une précision, parce que je ne vous l'ai pas dit, les aménagements qu'on peut proposer sont des préconisations qu'on fait, qu'on adresse ensuite, donc bien sûr avec l'accord de l'étudiant, c'est au cours des consultations, mais c'est adressé ensuite à l'autorité administrative qui actuellement est représentée par chaque composante, et ce sont les composantes qui tranchent et qui autorisent ou pas ces aménagements. Donc parfois c'est des acceptations partielles de certains aménagements, mais pas tous, en fonction aussi de leur capacité d'organisation des examens.
Donc voilà, nous, c'est des préconisations qu'on fait, mais après, c'est l'autorité administrative qui décide. Est-ce que vous aviez des questions par rapport au fonctionnement du SUMS, aux demandes d'aménagement? Oui. Donc déjà, c'est bien si vous avez tous eu la visite médicale. Hein. C'est une visite qui n'est pas obligatoire, qui est... Ouais, c'est bien, très bien, bravo. Mais en tout cas, vous n'êtes pas nombreux. Donc déjà, je vous invite à venir la faire, hein, tant que vous êtes encore pour cet entretien préventif, c'est de la L1 et la L3. Mais après, sachez que l'accès au SUMS est toujours... la porte est toujours ouverte. Et voilà, vous pouvez ne pas avoir de demande très précise, mais demander une consultation médicale ou une consultation avec l'infirmière et on évalue vos besoins à ce moment-là. On ne peut pas proposer de visite obligatoire systématique tous les ans pour les 30 000 étudiants unicamp, mais voilà, en fonction des problématiques, l'accès est gratuit et ouvert à tous. Voilà. Non, alors il y a les étudiants PACES qui doivent, mais c'est pas obligatoire non plus, mais qui est fortement recommandé pour les vaccinations, les étudiants en santé qui doivent mettre à jour leur vaccination obligatoire pour le coup pour leur stage, mais donc IFSI, PACES, mais sinon elle n'est pas obligatoire, non. Donc on travaille ensemble, enfin tous les étudiants qui passent au SUMS, quasiment tous sont orientés vers le relais handicap santé dès qu'il y a besoin de compléter les demandes d'aménagement d'examen par des demandes d'aménagement pédagogique. Et tous les étudiants qui passent d'abord au relais handicap santé passent par le SUMS à un moment donné pour évaluer aussi les besoins de compensation. Voilà, on peut se réunir pour des situations difficiles ou qui posent des questions particulières. Dans ces cas-là, on peut réunir aussi une réunion un peu exceptionnelle avec des représentants de l'UFR de l'étudiant administratif ou pour quand il y a... Peut-être Nathalie peut en parler mieux que moi, parce que j'en ai pas encore fait moi de ces réunions-là. Mais voilà, quand il y a une problématique sur un besoin de compensation qui a du mal à se mettre en place, ou on peut être amené à se réunir dans ces cas-là pour des réunions autour d'un étudiant, d'un cas particulier. Mais sinon, il y a 2 ou 3 rencontres par an entre les deux services pour faire le point, peut-être pas sur tous les dossiers étudiants, mais enfin sur les dossiers, sur des situations des étudiants qui ont pu poser problème. Voilà. Après, il y a aussi là actuellement il y aura la commission handicap et puis il y a des groupes de travail qui se sont formés au niveau de l'université, entre autres pour mettre en place une charte de l'étudiant en situation de handicap pour que aussi bien les composantes que l'étudiant, que le président de l'université qui est responsable de chaque étudiant et les différents services qui prennent en charge les étudiants en situation de handicap, que chacun s'engage, l'étudiant aussi, mais aussi sa composante, pour respecter les engagements, entre autres les aménagements d'examen, parce que voilà, il y a aussi, comme vous le montrez Madame Le Rouge, il y a un nombre d'étudiants dans cette situation qui augmente et ça demande beaucoup d'organisation au niveau de chaque UFR, l'organisation des examens, et il faut aussi que l'étudiant s'engage parce que si on met des aménagements en place pour chaque étudiant, de plus en plus personnalisés, pour que ce soit le mieux adapté possible, il faut qu'il y ait un engagement des deux côtés et que si l'étudiant ne peut pas venir, qu'il prévienne. Voilà, parce qu'il y a aussi des UFR qui ont du mal à s'adapter à ces aménagements, mais un engagement des deux côtés permettrait d'améliorer ces situations-là. Ouais. Parce qu'il y a une grosse logistique derrière cette organisation-là, parce que quand vous passez vos examens, vous voyez bien que tout le monde a des périodes d'examen. C'est une grosse machine de guerre, les examens. Donc, effectivement, quand on individualise, ça demande une salle à part, recruter un secrétaire, comme Adrien, par exemple, a besoin de quelqu'un pour faire son secrétariat. Il faut recruter le secrétaire, anticiper, prévoir l'organisation. S'il y a besoin d'un ordinateur, il faut que l'ordinateur soit dans la salle. On récupère le sujet de l'examen après le passage, parce qu'en gros, l'étudiant qui compose sur l'ordinateur, il faut récupérer la copie, qui est sur l'ordinateur pour après l'anonymiser. Et la mettre avec ses autres. Donc tout ça, c'est de la logistique. Alors quand des étudiants viennent un peu en compétence, du coup, c'est un peu compliqué pour l'établissement et ça dessert d'autres qui sont assidus. Alors quand on sait l'absence est justifiée, il n'y a pas de souci. Mais quand on sait qu'on va être absent et qu'on ne prévient pas et que le jour même il y a un secrétaire qui est présent,
c'est pas forcément très drôle. Donc la charte elle vise des deux côtés, à la fois à engager l'établissement et aussi à responsabiliser aussi certains étudiants qui peuvent être là et pas forcément sérieux. Hein. Donc, bonjour à tous ou rebonjour à tous, parce que on s'est au moins croisé, je dirais, toute la journée. Donc Sébastien Marie, président de l'association Handi Uni, donc qui est localisée également sur le campus 1 de l'université, dans le bâtiment L5 au sous-sol. Donc je voulais commencer cette intervention par vous remercier encore une fois, Pascal Lecomte bien sûr, et puis l'ensemble des étudiants, parce que je crois que si je ne me trompe pas, c'est la 4e édition des Handi Valides. Et franchement, on est toujours aussi bien accueillis, ça se passe toujours aussi bien. Et c'est toujours un réel plaisir de passer cette journée avec vous. Et donc, l'association Handi Uni, donc, elle intervient auprès des étudiants en situation de handicap de l'université, mais aussi de manière générale sur l'enseignement supérieur dans la région. C'est-à-dire qu'on accompagne aussi des étudiants qui sont en BTS ou en grandes écoles ou en classe prépa ou en école d'ingénieur. Enfin, voilà, mais c'est tout ce qui concerne l'enseignement supérieur, et on intervient, nous, sur le volet accompagnement à l'insertion professionnelle. C'est-à-dire que nous, le travail qu'on fait auprès des étudiants, c'est sur la conception et la réalisation de leurs projets professionnels à travers différents outils, différentes activités. Par exemple, on accompagne les étudiants à faire des enquêtes métiers. Des enquêtes métiers, ce sont des rencontres qu'on peut organiser entre des étudiants et des entreprises ou des personnes travaillant en entreprise spécifiquement sur le métier ou le secteur professionnel visé par l'étudiant, pour que l'étudiant ait une connaissance du métier. Bien sûr, on accompagne aussi à la recherche de stages, parce qu'il y a de plus en plus de filières où il y a des stages obligatoires à l'université pour valider son diplôme ou son année. On accompagne sur la recherche d'emploi saisonnier, sur la recherche d'emploi tout court. À travers aussi des accompagnements, notamment pour réaliser un CV, une lettre de motivation, parce que c'est vrai que les étudiants, quand ils rentrent à l'université, souvent il n'y a pas forcément eu d'expérience professionnelle avant, donc savoir formaliser, faire réaliser une lettre de motivation, un CV, comment présenter sa candidature, ils ne savent pas forcément. On travaille aussi sur les entretiens d'embauche à travers des exercices de simulation d'entretien qu'on peut proposer aux étudiants, par exemple. Et on a lancé depuis début 2018 un nouveau projet qui s'appelle Tuto Imer. Donc c'est une possibilité tout au long du cursus de l'étudiant qui puisse avoir des temps d'immersion en entreprise. Ça veut dire à raison de, par exemple, sur une période de 4 mois, à raison d'une journée par semaine, une demi-journée par semaine, une journée tous les 15 jours. Enfin, après, ça se définit entre l'étudiant, l'entreprise et nous en fonction de l'emploi du temps de l'étudiant. Enfin, voilà. Donc, une possibilité de passer donc, ces temps-là
en entreprise auprès d'un professionnel issu du secteur correspondant à l'orientation universitaire, ou du moins l'orientation de l'étudiant, pour qu'il puisse vraiment avoir une vision concrète de est-ce que le métier que je souhaite faire, est-ce que le projet professionnel est compatible ou non avec mon handicap, ou est-ce que le handicap nécessite des aménagements nécessaires sur le lieu de travail, et quels sont ces aménagements, voilà, ou tout simplement, est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, enfin bon, voilà, c'est donc ça aide les étudiants à je dirais, plus se projeter. Donc donc ça, effectivement, c'est un projet qui s'inspire de ce qu'avant, au début du dispositif, on appelait le parrainage, mais ça veut dire que cette immersion en entreprise, elle est tutorée par justement le professionnel qui accueille les étudiants. Et on a aussi une nouvelle spécificité cette année, c'est qu'on a une conseillère en insertion professionnelle, je détaillerai après sur l'équipe d'Andivini, mais qui se spécialise de manière complémentaire par rapport à l'autisme, parce que dans nos étudiants en situation de handicap, bien sûr, alors on a vraiment tout handicap confondu, comme disaient nos collègues de la médecine préventive et du relais, et on voit arriver effectivement de plus en plus d'étudiants qui sont autistes Asperger. Donc là où il y a des problématiques bien spécifiques au niveau de l'insertion professionnelle. Et bien sûr, quand je parle d'insertion professionnelle, ça veut dire aussi qu'on travaille aussi à la sensibilisation auprès des entreprises, déjà pour dédramatiser ce que peut être l'accueil de jeunes en situation de handicap ou de futurs travailleurs en situation de handicap, puisque légalement, les entreprises, notamment de plus de 20 salariés, doivent compter parmi leur effectif un quota de 6% de personnes, de travailleurs en situation de handicap, pour ne pas payer une contribution à des organismes comme la GFIP ou le FIPHFP. Enfin bon, voilà, il y a une taxe si on n'emploie pas le quota suffisant de personnes en situation de handicap. Et bon, beaucoup d'entreprises, même si s'y mettent de plus en plus, les grandes, mais beaucoup d'entreprises se retrouvent encore une fois assez démunies par rapport à ça. C'est pas forcément qu'elles veulent pas ou qu'elles veulent pas en entendre parler, c'est que quand on parle de handicap, déjà ça fait peur. Et elles connaissent pas, donc comment on va faire, oui, mais il a tel handicap, alors est-ce qu'il va pouvoir faire ci, est-ce qu'elle va pouvoir faire ça, et donc nous, notre rôle aussi, c'est de faire de la pédagogie et de montrer que oui, c'est possible, ou oui, c'est possible avec tels aménagements qui peuvent être financés par des organismes comme l'association de gestion des fonds pour l'insertion des personnes handicapées, pour ce qui est du privé, et le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, FIPHFP, donc pour ce qui est du public. Et ce sont ces deux organismes qui, pour schématiser, je fais simple, qui récupèrent les taxes que payent les entreprises qui ne respectent pas ce quota de 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs, qui sont redistribués pour financer des aménagements de postes de travail ou de temps de travail, ou des compensations à l'employeur, parce que si on va parler des étudiants, si l'étudiant qui est en stage nécessite un aménagement de temps de travail parce que il est dépendant pour les actes de la vie quotidienne,
quotidienne et effectivement le matin il faut que les aides humaines soient passées pour la toilette, l'habillage, tout ça, avant qu'il puisse effectivement prendre son poste. Et bah, effectivement, la personne ne peut pas toujours être à 8 heures ou à 9 heures à son poste si une association, je sais pas, comme la DMR par exemple, n'est pas passée pour le préparer dans le cadre des personnes en situation de handicap qui sont lourdement dépendants. Donc donc voilà en gros pour le dispositif et bien sûr comme nous on pense que il peut pas y avoir d'insertion professionnelle sans une bonne insertion sociale et un bien-être social, on essaye au niveau de la vie associative de faire que les étudiants en situation de handicap n'aient pas l'impression d'être tout seuls avec leur handicap et un petit peu seul au monde, mais on essaie de les faire se rencontrer entre eux, de créer du lien social et de la solidarité, du moins des connexions entre eux pour qu'ils puissent partager des expériences, pour qu'ils puissent aussi s'entraider. C'est intéressant, c'est aussi notre vocation associative, et on le fait bien sûr à travers de l'organisation de temps conviviaux, voilà, pour faciliter aussi l'inclusion des personnes dont parlaient les deux étudiants qui témoignaient tout à l'heure. Voilà, donc Handi Uni en quelques chiffres pour terminer. Après, je laisserai la parole à Estelle, donc une étudiante qui nous a fait le plaisir de venir et qui fait partie des étudiants qui sont accompagnés par l'association. Et puis ensuite Angèle Garcia, donc qui est responsable de la vie associative et de la communication au sein de notre conseil d'administration, qui nous lira le témoignage d'Alain, donc un étudiant qu'on suit aussi, mais qui s'excuse, il est en stage en ce moment et il n'a pas pu venir. Voilà. Mais donc l'équipe d'Handi Uni, donc c'est 20 adhérents en 2017. On est 6 personnes bénévoles donc au conseil d'administration, et nous avons 2 salariés qui sont conseillères en insertion professionnelle, et ce sont elles qui s'occupent de l'accompagnement concret et individuel des étudiants en situation de handicap. Et aux dernières nouvelles, nous sommes actuellement à un peu plus de 60 étudiants accompagnés. Donc voilà, donc si peut-être vous avez des questions avant que je laisse la parole à Estelle. Donc bonjour à tous, je m'appelle Estelle, j'ai 22 ans. On n'entend pas? Oui, c'est bon. Je suis en master d'histoire en première année, master recherche. Donc je vais essayer de ne pas être trop long quand même pour vous libérer, parce que ça fait un petit moment. Mais je suis vraiment liée par les 3 organisations, le Relais Handicap Santé, le SUMS et l'association Handi Uni. Donc j'ai besoin d'aménagement par rapport à mon handicap, qui fait que je travaille par ordinateur exclusivement. Donc j'ai le droit à un ordinateur, le droit à un carcan et le droit à l'impression des cours et au cours du CEMU avec le Relais Handicap Santé. Et je vais voir tous les ans le FUM faire une visite médicale pour qu'on m'accorde mes aménagements, donc mon carcan et le reste. J'ai une histoire assez intéressante parce que il y a 2 ans en fait que j'ai normalement je ne suis pas en fauteuil roulant, mais il y a 2 ans suite à un problème de santé, je me suis retrouvée 6 mois en fauteuil roulant,
Donc c'est vraiment, c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais en fauteuil. Et j'ai vraiment pu voir en fait les deux côtés de handicap. Avant j'avais un handicap qui était présent, mais là c'était beaucoup plus, entre guillemets, plus important qu'auparavant. Et donc là j'ai vraiment vu tous les problèmes que ça engendrait d'être en fauteuil. Et heureusement que grâce au Relais Handicap Santé, j'ai pu avoir on a pu payer des étudiants pour me pousser dans l'université, me permettre d'aller en cours, parce que sinon j'aurais pas pu continuer mes études normalement. Donc je fais aussi partie donc de l'association Guiuni, depuis que je suis arrivée à la fac, depuis 4 ans. Et en fait, l'association Guiuni, elle m'a aidée au départ à faire des lettres de motivation et préparer mon CV pour des jobs d'été. Donc, la première année, j'avais trouvé un job d'été, mais pas par l'intermédiaire dans Guiuni. La seconde année, j'en avais trouvé, mais j'ai eu un souci. J'ai dû refuser pour raison personnelle. Et le deuxième job d'été, donc qui était une banque, m'avait dit oui. Et quand ils ont su que je suis qu'à mon petit accident, que j'étais en fauteuil roulant, ils ont dit que c'était plus facile, qu'ils ne pouvaient plus m'accueillir en fait. Donc il y a encore de gros travaux, un grand travail à faire par rapport à ça pour que les handicapés puissent trouver du travail, et c'est pas facile, et encore moins pour un job d'été. Avec l'association Guiuni, donc cette année, j'ai eu un atelier Randstad qui a été organisé. Donc on est allé dans l'agence Randstad, l'agence d'intérim et d'emploi, ils nous ont aidés, ils nous ont donné des conseils pour les lettres de motivation, pour les CV. Et là, actuellement, le second a parlé, Sébastien. Oui, c'est ça. Donc, de la formation Kiko Imer qui aide les personnes handicapées à être immergées dans une entreprise. Donc, on est en train de mettre ça en place pour que je puisse m'immerger dans des entreprises. Donc, moi, j'aimerais bien dans le patrimoine, dans des musées, et éventuellement que je puisse avoir une stage pour voir un peu comment ça se passe. Avant que vous posiez des questions, je voulais aussi vous dire que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas avoir une vie comme les autres, poursuivre des rêves. Surtout quand on est étudiant, j'ai beaucoup de chance, j'ai pu réaliser un de mes rêves qui était d'étudier à l'étranger. Et pendant un semestre, j'ai pu étudier au Canada. Et j'étais vraiment très heureuse parce que je ne pensais pas qu'en tant qu'handicapé, ça aurait pu être possible. Et donc, ça a pu avoir. Là-bas, ils ont pu aménager, tous les aménagements ont pu être accomplis. Et il y a une différence aussi, c'est que là-bas, ils ont pu m'aider pour ma vie quotidienne, donc j'avais besoin d'aménagement. Et donc, je pense que j'ai encore de gros travail à faire pour les étudiants, pour les futurs travailleurs, mais qu'on est quand même en bonne voie. En France. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là. Alors, à la base, moi, je ne le mettais pas. Je crois que je le précisais dans mes lettres de motivation, c'était possible. Mais après avoir eu rendez-vous, du coup, avec l'atelier Randstad, qui nous ont donné des conseils, ils m'ont dit que les entreprises préféraient qu'on le mette dans le CV. Donc du coup, je l'ai rajouté il n'y a pas longtemps. Et apparemment, c'est un avantage. Donc, il y a des personnes handicapées que ça dérange, que je peux comprendre. Mais apparemment, souvent, les entreprises, ça dépend lesquelles, mais ils nous ont dit que les entreprises qui ont cherché spécifiquement des personnes en situation de handicap où ça leur intéressait d'en avoir dans leur réflexion, c'était intéressant quand c'était écrit dans le CV. Oui, et en fait, j'étais d'accord, et en fait, je leur ai dit que du coup j'étais en fauteuil roulant, et donc ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'accueillir
je crois, parce que j'avais ils pouvaient pas faire rentrer mon fauteuil dans la cantine ou je sais plus quoi. Enfin, c'est vraiment une raison un peu absurde. Et j'avais trouvé par moi-même, j'avais travaillé 15 jours dans les finances publiques en tant que vacataire, pour faire du travail administratif. Là, c'est quelque chose qui était quand même un peu moins bien là-bas. Pour la pression des cours et tout, c'était quand même bien, c'est très bien organisé en France. Là-bas, c'est moi qui ai dû taper les cours, et puis j'avais demandé à mes camarades de me les envoyer, ceux qui voulaient bien. Bon, après, c'était différent, on était en master et on était en petits effectifs, donc c'était vraiment pas pareil qu'en France où on est dans les amphithéâtres, surtout en licence. Mais c'était surtout dans la vie avant de la vie quotidienne. Bon, à Caen, je vis chez mes parents, donc en fait, je suis pas trop confrontée à ça. Mais quand j'étais là-bas, c'était vraiment majeur parce que j'avais des besoins. Enfin, je vivais en résidence étudiante, j'ai vécu en colocation. Et grâce au renom-guitare de là-bas, et ben, ils m'ont permis de me mettre en contact avec une association qui pouvait m'aider à faire venir une personne 2 fois par semaine pour m'aider pour ma collecte. Et c'était quelque chose qui était très très important là-bas parce que j'en avais besoin. Et donc ici, je pense que si j'étais arrivée, si je vivais pas chez mes parents, j'aurais dû me débrouiller par moi-même. Enfin, peut-être j'aurais eu d'autres organisations qui m'auraient aidé, mais ça n'aurait été pas l'université en soi qui m'aurait aidé pour ça. Non, eh bien, j'ai une amie qui est en fauteuil roulant, qui est actuellement en terminale et qui va arriver l'année prochaine à l'université. Et elle est vraiment très très embêtée parce que elle a vraiment besoin d'une personne pour l'aider, pour sortir ses cours quand elle arrive dans les amphithéâtres, et aussi pour le midi pour aller aux rues. Et donc là, actuellement, avec le tram, elle ne peut pas aller aux rues parce qu'il n'y a plus de tram. Et il n'y a surtout personne le midi si jamais elle voulait aller aux rues, porter son plateau ou quoi que ce soit. Et donc elle est vraiment très très embêtée par rapport à ça. Et donc j'essaie de réfléchir avec elle comment trouver des moyens de l'aider, parce que c'est vraiment dommage que on puisse pas que l'un des étudiants, on peut pas aider ces étudiants handicapés pour la situation du midi, parce que les repas à l'université, c'est aussi important que les cours à l'université en soi. Donc c'est ça pour moi qui sera amélioré. Moi j'avoue que je sais pas trop, tu te dis un truc à améliorer. En vrai je sais pas, parce que en vrai ma transition du lycée à la fac, ça s'est fait plutôt bien, même si les premiers mois c'était compliqué parce que à la base mon domicile familial est quand même assez loin, mais du coup après une petite année où c'était un peu compliqué, ça s'est très vite résolu. Mais je dirais tout simplement ouais, en vrai je sais tellement pas, genre peut-être l'inclusion sociale ou des choses comme ça, tu vois. Mais d'un point de vue technique, parce que tu vois, l'inclusion sociale, c'est dans toute la société. C'est pas que à la fac. Et d'un point de vue technique aussi, parce qu'il y a certains aménagements qu'à la fac, depuis que je suis à la fac, j'attends. On va parler peut-être des marches en face du Phénix. Mais les marches en face du Phénix, elles sont horribles, parce que sur le campus 1, je pense que vous savez où c'est, ouais, les marches qui sont donc en face de la galerie vitrée, et en fait entre la galerie vitrée et le Phénix. Et en fait, il y a une série de marches là qui ne servent à rien et qui du coup forcent les étudiants en situation de handicap, en tout cas en fauteuil, à faire tout le tour, à passer par en fait le bâtiment de droit, en tout cas faire le tour par le bâtiment de droit ou le tour par le bâtiment de psycho dans l'autre sens en fait. Mais du coup, il n'y a pas de rampe à cet endroit-là, et juste admettons, on est en bas, on est au Phénix, on veut aller à la cafétéria, et ben on doit faire tout le tour de la fac. Donc c'est pas très pratique, et je pense que c'est un peu le point sombre du campus 1
d'un point de vue technique. Mais encore une fois, je pense que le point de vue technique, c'est moins important que le point de vue social. Ou en tout cas, les deux sont corrélés dans tous les cas. Voilà, bon, pour moi, la question est trop vague, mais bon, je pense que dans tous les domaines, il y a d'importants progrès qui sont en train d'être faits, je pense. Mais après, moi, je pense que le plus important à faire, c'est plus de sensibilisation à l'égard des valides. Parce qu'on a beau avoir peut-être être capable de travailler ou d'être performant dans tous les domaines. Si les gens pensent qu'on ne peut pas le faire, ça sert à rien en fait. Donc de vraiment sensibiliser la population, que les personnes en situation de handicap, malgré leur handicap, ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela. Même si on sait nous-mêmes qu'on a des limites. Ça, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Après, voilà, moi je pense que c'est la sensibilisation. Après, j'avoue que comme dans le domaine de l'accessibilité et tout, bah, voilà, ça reste à faire. Donc, mais je pense que moi, à mon avis, la sensibilisation, ça compte beaucoup. Bon, d'ailleurs, j'en profite aussi peut-être pour vous suggérer une application, ça donne surtout pour l'accessibilité, qui s'appelle Be My Eyes. Ça permettrait d'aider les non-voyants en fait à distance via un appel vidéo. Je pense que moi je l'utilise fréquemment. Ça aussi c'est voilà, je vous le suggère peut-être si quelques-uns d'entre vous peuvent le télécharger en tout cas. Voilà. Merci. Be My Eyes, en fait, c'est une application via laquelle on peut faire. Moi, par exemple, si je suis dans ma chambre, j'ai besoin de voir la couleur de ma chemise ou genre, je fais un appel vidéo et il y a quelqu'un qui me décroche et voilà, je le demande ceci, c'est ça, et il m'indique en fait. En tout cas, j'avoue que moi, cette application-là, ça m'aide beaucoup. Ouais, le Be My Eyes, ça m'aide beaucoup. Oui, c'est des gens valides. En fait, en inscrivant, on te demande si tu es non-voyant ou voyant. Donc après, il y a, voilà. Si tu es voyant, on te met dans ceux qui aident, en fait. Ouais. C'est un peu problématique pour moi en ce moment. Je pense que je vais essayer de passer des concours pour entrer dans la fonction publique. Je pense que je vais faire ça. Et sinon, je vais essayer d'aller en master de patrimoine. J'avais pas fait master 1 parce que j'avais choisi de partir à l'étranger. Sinon, si jamais j'étais à des concours, j'essaierai de me réorienter. Ouais. Bonjour. Donc, je représente Alain, qui est un des étudiants suivis par Ambili. Donc, il a répondu à 5 questions que Pascal Lecomte m'a envoyées par mail. Donc, d'abord, c'était de décrire la formation où il était. Donc, il est actuellement en 3e année de licence informatique au campus 2. Son handicap, c'est une agénésie des membres. C'est-à-dire que il a pas de bras, il a que des pignons, on dit, des moignons. Voilà, faut que tu te reprennes tout de suite parce que sinon tu vas pas y arriver. D'accord. Il est allumé là. C'est dur de parler à la place de quelqu'un d'autre. Non mais donc au niveau des jambes, il
il a qu'un pied dans un côté, je me rappelle plus lequel, mais bref. C'est pas deux jambes, c'est directement le pied. Et donc, les contraintes, les contraintes qu'il peut rencontrer dans la vie quotidienne, c'est au niveau des déplacements quotidiens, vu qu'il est un peu de roulant électrique. Tu pourrais faire moins de bruit. Donc, on sait bien que, par exemple, les buts, notamment à Caen, ne sont pas forcément accessibles aux fauteurs roulants. Par exemple, des anecdotes qui arrivent régulièrement, c'est que maintenant il y a des rampes dans beaucoup de bus, mais le problème c'est que les conducteurs ne savent pas comment les sortir. Et sinon, quand il est sortent, ils sont obligés de rappeler une dépanneuse après, une fois que la personne est sortie, parce qu'ils sont incapables de les rentrer. C'est idiot, mais donc il y a un manque de compétences au niveau des bus. Après, on a parlé de toute l'accessibilité à la fac qui est quand même dure. Donc, après, c'était au niveau des difficultés particulières dans les études. Donc, Alain trouve que les amphithéâtres sont plus ou moins accessibles. Concernant les aides pendant les études, il a un assistant pédagogique qui est un camarade de promo qui l'aide. Donc voilà. Et si je peux me permettre de parler en mon nom, tout à l'heure, je me rappelle plus qui, il y a quelqu'un qui a posé une question concernant le sport à l'université. Je me rappelle plus qui. Donc moi, j'ai été étudiante à la fac et depuis pendant toutes les années que j'ai fait, je me suis inscrite au SWAP. Et contrairement à ce qu'on a pu dire tout à l'heure par rapport à d'autres points, que c'était à nous de nous adapter aux autres. Moi, j'ai eu une bonne expérience, notamment tous les profs qui m'ont suivi en sport ont tout fait que pour que ça soit eux qui s'adaptent et non moi. Par exemple, à la dernière année où j'ai été étudiante, je voulais changer de sport
et je n'avais aucune idée du sport qui pouvait me convenir. Donc j'en avais parlé à Nathalie Le Rouge qui m'a permis d'avoir un rendez-vous directement avec le directeur du SWAP qui m'a aidé à trouver une activité qui pourrait me convenir, et c'était du tir au pistolet. Donc au début, je lui ai un peu rigolé au nez en disant non mais ça va pas me plaire et tout. Et au final, le professeur qui est plus là maintenant à Caen s'est super bien adapté pour que j'aime ce sport. J'ai même pu accéder au championnat universitaire de France où j'étais la première personne handicapée à y aller. Donc pendant cette année-là, c'était vraiment une superbe expérience que j'ai fait. Et, bizarrement, c'est pas grâce à moi, mais plutôt grâce aux autres que j'ai pu faire ça. Donc voilà. Tu veux? Ouais, non, juste par rapport, enfin, on parlait du coup du témoignage d'Alain et de ce qui de ce qu'il dit. Donc effectivement, il est en fauteuil électrique, hein, voilà. On a par exemple par rapport aux entreprises et au fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de sensibilisation pour que le handicap soit bien pris en compte, parce que et même ce que disait Estelle, son exemple, il parle de lui-même. De manière générale, les grandes entreprises, elles savent qu'elles ont une obligation d'emploi de personnes en situation de handicap. Alors elles veulent employer des personnes en situation de handicap parce que, d'une part, au niveau de leur image, c'est quand même, ça fait bien. Et d'autre part, il faut respecter la loi. Mais par exemple, Alain, il a été donc reçu pendant sa recherche de stage par une entreprise, je ne sais plus laquelle, et puis enfin voilà. Donc il y va, accompagné par notre conseillère en insertion professionnelle. Ils arrivent, l'entreprise n'était pas accessible. C'est-à-dire que le jeune, il pouvait pas rentrer. Et donc, il a eu son entretien d'embauche, enfin de stage, sur le trottoir. Donc, ce qui est quand même assez aberrant. Et donc oui, effectivement, la banque qui s'aperçoit que ah oui, mais vous êtes en fauteuil roulant, ah bah non, c'est pas accessible. Et d'autres boîtes nous font un peu ce discours-là, en disant oui, alors il nous faut des candidats en situation de handicap, pour de l'alternance, on a besoin. Et
par exemple, si on place des personnes en fauteuil ou des personnes à mobilité réduite, ah bah non, le poste est polyvalent, faut se déplacer vite partout, donc c'est pas possible. Ah bah non, faut porter des charges lourdes, donc c'est pas possible. Ah bah non, bon, il y a des entreprises qui veulent, même hein, il y en a qui nous le disent, hein, qui nous l'ont dit, des RH. Oh mais on vous a demandé des personnes handicapées, enfin à ce point-là quand même, non quoi. Oui, hein, c'est voilà donc et oui, par exemple. Par rapport à la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, nous on encourage les étudiants qu'on suit, qu'on accompagne, parce que à se faire reconnaître, parce que bon bah souvent, comme il y en a pas, il y en a pas forcément besoin, ou il n'y a pas forcément besoin de reconnaissance au préalable de la MDPH pour bénéficier d'aménagement à l'université, parce que c'est effectivement, on passe par le SUMS. Les étudiants, souvent, quand ils ne sont pas forcément confrontés à la recherche d'emploi ou à démarche d'insertion professionnelle, pensent pas spécialement ce que peut leur apporter la RQTH. Par exemple, nous, il y a, je crois, 2 ans de ça, un étudiant qu'on avait placé en emploi saisonnier chez Natixis. Eh bien, l'étudiant, il avait le profil, il avait les compétences demandées, il allait être pris, sauf que comme ça, il avait fait sa demande d'RQTH, mais qu'elle était en cours, c'est-à-dire il n'avait pas reçu l'accord, la notification, c'est-à-dire l'accord de la MDPH, eh bien, l'entreprise a dit ah bah non, on le prend pas puisqu'il n'a pas la RQTH, ça nous sert à rien parce qu'on peut pas le comptabiliser. Voilà. Donc effectivement, dans le côté insertion, enfin le handicap et le monde de l'entreprise, il y a aussi des côtés pervers comme ça, dont pâtissent effectivement des étudiants, et c'est pour ça qu'il y a toujours un gros boulot à faire en termes de sensibilisation, en termes de pédagogie par rapport à ça. De quoi ? Oui. Oui, Alain n'est pas là parce qu'il est en stage et qu'il a trouvé avec Andivini. Donc voilà. Ouais. Pour l'image Ouais. de la... Je veux juste rajouter un point qui est quand même important, c'est qu'effectivement par rapport à l'accès aux droits, entre le moment où une personne demande justement cette fameuse reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le moment où elle dépose son dossier et le moment où la MDPH lui envoie une notification, il peut se passer 1 an, voire plus, tout dépend un petit peu des endroits, ce qui fait que c'est toujours vraiment important de rappeler aux étudiants, même s'ils n'en voient pas la nécessité tout de suite, de ne pas tarder à faire leurs demandes, même s'ils démarrent leurs études, eh ben, dans l'hypothèse où voilà, ils vont avoir besoin à un moment donné de faire valoir ce droit-là. Et aussi, autre droit annexe, c'est que la RQTH aussi permet d'avoir des droits supplémentaires à la bourse du Crous. Et donc, un étudiant en situation de handicap reconnu a 3 droits supplémentaires pour pouvoir valider son cursus. Et ça, en général, donc ça fait partie du travail d'information qu'on fait. Pour répondre, surtout que la RQTH c'est beaucoup plus long à l'avoir pour la première demande que pour le renouvellement. Donc, même si l'étudiant n'a pas besoin tout de suite, c'est mieux qu'il demande, quitte à renouveler, parce que ça dure combien de temps ? 5 ans. Donc, quitte à le renouveler à la fin des études.